Donc je suis historienne de la philosophie et je travaille sur la philosophie anglaise du XVIIe siècle. Donc vous pouvez peut-être vous demander ce qui a pu me conduire en tant qu'historienne de la philosophie à m'intéresser à la médecine et plus particulièrement au corps et qui plus est au corps malade. Alors, pour expliquer ma démarche, j'ai souvent coutume de me référer à la pensée d'un philosophe des sciences et de la médecine qui a vécu au XXe siècle et qui s'appelle Georges Canguilhem et qui disait que la philosophie, c'est une discipline pour laquelle toute bonne matière doit être étrangère. Et il disait aussi que la médecine constitue une bonne introduction à des problèmes humains concrets. Alors, j'ai essayé de voir à partir du travail, de la formation du philosophe sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle John Locke, qui a vécu au XVIIe siècle, ce que sa formation de médecin avait pu apporter à sa réflexion philosophique. Alors, pour le situer un petit peu brièvement, John Locke, c'est un philosophe donc, qui vit au XVIIe siècle, qui va être connu surtout à la fin de sa vie pour un certain nombre de textes qui portent sur des questions qui n'ont rien à voir avec la médecine. Un essai sur l'entendement humain qui pose la question de l'origine de nos connaissances, de l'acquisition des connaissances, dans lequel il va expliquer que toutes nos idées dérivent de l'expérience. Donc c'est pour cette raison que Locke est considéré comme un des fondateurs de ce qu'on appelle l'empirisme. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va avoir une pensée politique et religieuse très forte, qui va s'attacher à la question de la séparation de l'Église et de l'État et de la tolérance. Alors quel rapport, me direz-vous, avec des questions médicales ? Il se trouve que Locke a commencé sa vie d'adulte, ses études à Oxford. Il a étudié la médecine à une période au cours de laquelle de profondes transformations vont affecter le savoir médical, en particulier par rapport à ce que vient de vous expliquer Véronique Boudon-Millot. Eh bien, ce sont justement les fondements de la médecine qui vont se retrouver remis en question, fondements hippocratico-galéniques de la conception de la santé et de la maladie. Pour expliquer un petit peu ce changement, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans le domaine de l'astronomie à cette époque, où Copernic, Galilée découvre et propose de comprendre tout à fait différemment le fonctionnement des planètes, le mouvement des planètes. Et le défi, on peut le dire, pour l'astronomie, c'est de parvenir à surmonter l'obstacle de corps qui se trouvent à une très grande distance de nous, l'infiniment grand. Comment observer ces planètes. Pour les anatomistes, l'obstacle, on peut dire, est similaire, mais il porte sur l'infiniment petit. Comment parvenir à observer le corps, comment parvenir à observer ce qui se situe dans la profondeur de notre corps, dans nos organes, et même le minuscule, ce qui compose le corps, et ce qui constitue aussi les liquides qui circulent dans notre corps. En 1628, William Harvey a découvert la circulation sanguine, et c'est là une découverte qui va constituer un bouleversement majeur et qui va conduire à une redéfinition des fondements à partir desquels le savoir médical s'est constitué. Alors, on peut se demander justement quel regard les philosophes de cette période ont porté sur ces modifications importantes du savoir médical sur le corps. Pour évoquer un philosophe que vous connaissez peut-être mieux que celui sur lequel j'ai travaillé, René Descartes, on peut dire que Descartes, dans le discours de la méthode au XVIIe siècle, va avoir un regard assez confiant sur ces progrès accomplis dans le domaine de l'anatomie. Il considère qu'on peut, à partir de ces découvertes anatomiques, envisager le corps à partir du modèle de la machine, et que ce modèle de la machine, c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre les causes des maladies, et justement, éventuellement, de pouvoir maîtriser un certain nombre de processus physiologiques, comme par exemple celui du vieillissement. Donc c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la question de la prolongation de la vie. Alors le philosophe sur lequel j'ai travaillé, John Locke, un petit peu plus tard en Angleterre, va avoir une position peut-être plus pessimiste sur ces questions, et il va, tout en tenant compte de l'existence de ces découvertes anatomiques, formuler un jugement un petit peu plus prudent par rapport à ces découvertes. Alors qu'est-ce qu'il dit dans les textes sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des textes manuscrits sur l'art médical, sur l'anatomie? Alors d'abord, il commence par nous expliquer que le principe
qui produit la santé et les maladies chez l'homme, ce principe qui cause les santé et les maladies échappera toujours à notre observation. Tout ce que nous pouvons observer, en réalité, ce sont des phénomènes, ce sont des signes, des symptômes, des signes très tangibles, visibles. Donc, le médecin doit d'abord s'appuyer sur la perception sensible du corps, hein, mais la cause des maladies nous échappera toujours. Et puis alors, il va plus loin dans l'argumentation en expliquant que même si on peut imaginer un progrès des instruments, puisqu'à l'époque, on est en train de commencer à utiliser le microscope en particulier pour observer ce qui se passe dans le corps, donc même si on peut imaginer qu'un jour, les progrès de la médecine nous permettront d'avoir recours à des instruments qui peut-être nous permettront de voir le corps en toute transparence, bien, selon Locke, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas jusqu'où pouvons-nous aller dans la connaissance du corps. Est-ce que nous pouvons viser une connaissance parfaitement certaine du corps? Pour lui, la question, c'est d'abord de savoir comment guérir un malade. Comment est-ce qu'un médecin, confronté à un malade, va-t-il pouvoir apporter un soulagement à ce malade? Et pour lui, ce qui va être déterminant, justement, c'est l'observation du malade. C'est grâce à l'observation du malade, au chevet du malade, que le médecin pourra espérer apporter une réelle amélioration aux conditions de vie des êtres humains. Donc la médecine, pour Locke, n'est pas une science, c'est un art, et c'est pour lui le modèle d'une connaissance utile au genre humain, une connaissance qui est orientée vers la pratique. Et on peut dire que cette réflexion qu'il a menée sur la médecine a sans doute joué un rôle très important dans sa manière de définir la philosophie, dans une certaine critique de la métaphysique à laquelle il procède, et dans cette idée que la spéculation philosophique et la réflexion sur le corps, c'est d'abord quelque chose qui doit permettre aux hommes de retrouver un corps en bonne santé, mais aussi un terme que Locke utilise souvent, c'est la notion d'easiness. C'est-à-dire qu'on doit avoir un corps en bonne santé, mais aussi un esprit pas trop chagrin, pas trop harassé par l'inquiétude. Donc c'est tout cela que la médecine a apporté à la réflexion de Locke, en partant vraiment d'une observation du corps. Ce travail de médecin, cette formation de médecin a joué pour lui un rôle très important pour définir ce qu'est pour lui l'activité philosophique. Merci beaucoup. Vous l'avez dit dans votre explication, en tout cas en France, on connaît beaucoup plus René Descartes que John Locke. Vous m'avez dit aussi en aparté, mais par contre en Angleterre, il est aussi connu, John Locke, que Descartes. Alors pour quelles raisons ça n'a pas passé la Manche, cette réputation et cette notoriété ? Alors, en fait, en France, on connaît un petit peu Locke pour sa réflexion sur la théorie politique, le traité du gouvernement civil, et aussi sa réflexion sur la tolérance. On le connaît mieux pour cet aspect des choses. En France, sa pensée, sa théorie de la connaissance et son empirisme sont beaucoup moins connus. Pour quelles raisons? Je pense en particulier parce que nous sommes les héritiers de Descartes, donc nous sommes plutôt, nous Français, des héritiers du rationalisme, et nous avons tendance effectivement peut-être à minorer un petit peu cette idée que dans l'acquisition de nos connaissances, il y a des choses aussi qui viennent de l'expérience. Ouais. Voilà. Alors cette différence, elle était vraie à l'époque ou ce serait un peu trop rapide de tirer la conclusion parce que John Locke était en Angleterre et que nous on est plutôt avec Descartes. Est-ce que c'est représentatif en fait d'un courant de pensée dominant dans les deux pays ? Ah non, pas du tout. Si vous allez en Angleterre, John Locke est aussi connu que René Descartes. Donc je pense que ça s'explique par une certaine conception de l'enseignement. Voilà. Mais voilà, c'est simplement un effet, je pense, de regard porté sur notre tradition philosophique. Et encore aujourd'hui, on observe ces différences-là, c'est-à-dire une France peut-être plus portée vers le cartésianisme. Écoutez, je pense que oui, dans une certaine mesure, c'est toujours vrai. Mais bon, en même temps, il faut aussi se rappeler qu'à cette époque, les choses ne sont pas aussi cloisonnées et que ces philosophes, que ce soit Descartes par exemple, sa pensée est très bien diffusée en Angleterre. John Locke est quelqu'un qui voyage, qui va partir en Hollande, qui va développer sa réflexion sur la tolérance aussi en réfléchissant sur ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Donc ce cloisonnement, je dirais qu'il est plus
caractéristique de notre époque. Un mot sur les documents sur lesquels vous avez travaillé, parce que vous avez eu accès à des archives encore Oui. non publiées, je Oui. crois. Vous les avez même vues. C'est-à-dire, vous avez évidemment des retranscriptions, mais vous avez vu les documents qui datent du XVIIe siècle. Oui. C'est une certaine émotion de Oui. travailler sur de tels documents rares. Oui, alors en effet, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette recherche, c'est le fait de travailler sur des textes qui n'étaient pas destinés à la publication. Et du coup, s'immerger dans ces textes, hein, ça permet un peu de comprendre comment un philosophe, un intellectuel, travaillait à cette époque-là. Et à cette époque-là, on n'est pas seulement philosophe, on est aussi savant, on fait des expériences, on fait de la chimie, on s'intéresse à l'anatomie. Voilà, c'est une période de grande ébullition scientifique. Locke côtoie tous les grands savants qui vont jouer un rôle dans la fondation de la Royal Society en 1660. Donc c'est vraiment, finalement, on observe un peu la maturation et la genèse d'une réflexion où philosophie et médecine et sciences dialoguent constamment. La suite de vos études, de vos recherches, j'imagine que vous n'en avez pas fini avec John Locke. Ce personnage mérite encore que vous vous y intéressiez? Oui, alors j'essaye aussi de montrer qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre la manière dont Locke décrivait les conflits médicaux dans la deuxième partie du XVIIe siècle, parce que ça se présente souvent comme, mais c'est aussi le cas pour l'Antiquité, un combat entre sectes médicales, avec des parallèles qui sont souvent faits avec la situation religieuse à cette époque-là et la menace du fanatisme. Donc ça, c'est aussi une question qui m'intéresse et que je cherche à développer encore maintenant. Oui. Merci à vous, Claire Crignon. Vous pouvez regagner votre place.